Ma chère épouse, je ne t'écris que quelques lignes hâtives, car je monte là-haut, encourager tout mon monde, voir les derniers préparatifs. L'ordre du général Babst que je t'envoie, la visite de Joffre hier, prouve que l'heure est proche. Et au fond, j'éprouve une satisfaction à voir que je ne me suis pas trompé en annonçant il y a un mois ce qui arrive par l'ordre du bataillon que je t'ai envoyé. À la grâce de Dieu. Vois-tu, je ferai de mon mieux et je me sens très calme. J'ai toujours eu une telle chance que j'y crois encore pour cette fois. L'homme qui écrit cette lettre à sa femme s'appelle Émile Drian. Il a 60 ans. Écrivain, député de Nancy, il est avant tout un officier de carrière. Lieutenant-colonel de réserve, il commande en ce début de l'année 1916 deux unités, les 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied. Les chasseurs à pied sont des troupes d'élite, chargées de couvrir l'avancée ou le repli des régiments d'infanterie, grâce à leur mobilité et leur adresse au tir. En février 1916, les deux bataillons de Drian sont positionnés à une vingtaine de kilomètres au nord de Verdun, dans un secteur calme du front, le bois des Corps. Verdun, un nom qui fait frémir, tant la bataille qui porte son nom a franchi toutes les limites du courage et de l'horreur. Pourtant, en février 1916, c'est le seul secteur calme du front. Depuis 18 mois que la Première Guerre mondiale a éclaté, sur le front ouest, des batailles ont eu lieu un peu partout dans le nord et l'est de la France, excepté à Verdun, miraculeusement épargné. Les Allemands se sont bien gardés d'attaquer ce secteur. Il s'agit d'une région fortifiée de longue date, hérissée de ravins et de collines abruptes, en haut desquelles de puissants forts interdisent toute attaque. Mais fin 1915, l'état-major allemand constate que le blocus naval, imposé par la Grande-Bretagne, affaiblit considérablement l'Empire. Le général von Falkenhayn, à la tête de l'armée allemande, décide donc de frapper un coup décisif sur l'armée française, qui déploie le plus de divisions sur le front ouest. En brisant sa résistance, il espère écarter le Royaume-Uni du conflit, mettre fin au blocus, puis se retourner ensuite contre la Russie. Et à la surprise générale, il choisit la région fortifiée de Verdun. Car il a remarqué que les troupes engagées dans le gigantesque saillant ne disposent que d'une seule route de ravitaillement, la nationale 35, qui relie la ville fortifiée à Bar-le-Duc et sa gare ferroviaire. Verdun est encagé aux 2/3 par le front, ce qui favorise les tirs convergents de l'artillerie. Son plan est simple. Masser toute l'artillerie disponible autour du saillant, déclencher un terrible feu de barrage, écraser les positions françaises, puis prendre la ville et foncer droit sur Paris. L'artillerie conquérera les lignes ennemies, l'infanterie les occupera, sans avoir à combattre réellement. C'est un plan de guerre industriel, froid, brutal, totalement déshumanisé. Il faut saigner les troupes adverses, les exterminer, les brûler à l'acide et à l'explosif. Plus de 1200 canons de tout calibre sont massés au nord de Verdun, formant une ligne continue sur un espace très restreint d'à peine quelques kilomètres. Des centaines de trains convoient un corps d'armée fort de 30 000 hommes chargés de mener l'attaque. Celle-ci est fixée à la mi-février 1916. Au quartier général de l'armée française, personne ne se doute de l'imminence d'une offensive allemande, d'autant que le général Joffre prépare une grande opération qui aura lieu sur la Somme pour l'été prochain. Les services secrets ont bien noté un accroissement des convois ferroviaires au nord de la Lorraine, mais cela n'a rien d'inhabituel sur le front de l'Ouest, long de plus de 700 km. Seul un homme sait. Émile Drian constate que les Allemands construisent de gigantesques abris dans son secteur.
Ces chasseurs entendent le bruit sourd des convois qui amènent les canons sur place. Ils tentent de prévenir l'état-major, mais il n'est pas pris au sérieux. Ils décident alors de court-circuiter la hiérarchie. En tant que député de Lorraine, il s'adresse à ses pairs pour les avertir de l'imminence d'une attaque sur Verdun. En apprenant cela, Joffre, furieux, menace de démissionner. Mais Drian n'en démord pas. Il est convaincu que quelque chose de terrible se prépare. Alors il ordonne à ses hommes de bâtir de nouveaux abris en béton, de renforcer les tranchées et de creuser de nouveaux boyaux de communication. Les faits finissent par lui donner raison. Le 10 février, des déserteurs alsaciens traversent les lignes et le préviennent qu'une gigantesque offensive allemande est imminente. Joffre finit par s'inquiéter. Il ordonne l'envoi de 2 divisions en renfort. Mais arriveront-elles à temps? Le 20 février, Drian fait évacuer son personnel administratif, dont le jeune Germain Baron, 14 ans, un orphelin devenu mascotte du bataillon. Puis il confie son alliance à son secrétaire, qui devra le remettre à sa femme. À 7 heures, l'aube apparaît, réchauffant quelque peu les soldats engourdis. Pas un bruit dans les bois. Soudain, l'enfer se déchaîne. 1200 canons allemands ouvrent le feu. Le bois des corps est écrasé sous les obus. Les arbres sont déchiquetés, la terre retournée dans tous les sens. La canonnade est si intense qu'elle est perçue dans les Vosges, à 150 km de là. Près du lac Noir, où se trouve alors mon poste de commandement, je perçois nettement par le sol de mon abri un roulement de tambour incessant, ponctué de rapides coups de grosses caisses. En milieu d'après-midi, les tirs s'allongent pour neutraliser l'artillerie ennemie, tandis que les troupes allemandes sortent de leurs tranchées. Elles avancent au pas, suivant un minutage précis. Les soldats contournent les trous d'obus, avancent de 500 mètres, sans se rendre compte qu'ils ont dépassé la première ligne française, totalement pulvérisée. Le bombardement a, semble-t-il, totalement éradiqué les défenseurs. À ce rythme, ils entreront dans Verdun en quelques heures, sans tirer un coup de fusil. Soudain, des coups de feu éclatent, des mitrailleuses crépitent, des soldats allemands s'effondrent. Incroyable. Des hommes ont survécu à cet enfer. Et encore plus stupéfiant, ils résistent. Certains se jettent sur leurs ennemis avec des couteaux, des pelles, des pioches, tout ce qui peut servir à tuer. Ils veulent faire payer au prix fort la terreur qu'on leur a fait subir. Notre Père, qui êtes aux cieux, élargissez mon cœur, afin qu'il puisse contenir plus de haine. Terrifiés par ces démons qui résistent avec rage, les Allemands reculent. Le capitaine Séguin, avec ce qui reste de sa compagnie, repousse 4 assauts successifs. Drian lui-même s'empare du fusil d'un mort et fait le coup de feu sur les Allemands. Le combat se poursuit toute la journée et une partie de la nuit. Le lieutenant Robin, avec une poignée d'hommes, parvient même à reprendre ses positions. Le bois des corps reste aux mains des Français. Mais les pertes sont effroyables. Sur les 1200 soldats que comptaient les 2 bataillons, il n'y a plus que 300 hommes valides. À minuit, Drian rejoint le lieutenant Robin, qui a réussi à reprendre ses retranchements.
Celui-ci lui demande ce qu'il peut faire avec seulement 80 chasseurs. La gorge nouée, Drian lui répond. Mon pauvre Robin, la consigne est de rester là. Le pilonnage allemand reprend dès l'aube, encore plus violent. Les troupes d'assaut allemandes s'infiltrent dans les positions françaises, isolant les différents groupes qui résistent. La compagnie du lieutenant Robin est submergée. Le jeune officier, gravement blessé, est fait prisonnier. L'adjoint de Drian, le commandant Renoir, est tué à la tête de ses hommes. En début d'après-midi, il reste moins de 200 chasseurs en état de combattre. Drian envoie un dernier message. J'engage mes dernières réserves. Envoyez des renforts. Je défendrai ma ligne jusqu'au bout. L'abri de Drian, dernier pôle de résistance, est assailli de toutes parts. Mais le colonel continue obstinément à résister, revolver à la main. À 16 h, la situation est désespérée. Les défenseurs du bois des corps sont à court de munitions. Il n'y a plus d'issue. Drian ordonne la retraite des 150 survivants. Il décide de quitter le bois le dernier, quand tous ses hommes auront été évacués. À 16 h 30, il est en train de penser à un de ses hommes blessés, mais en se relevant, il est frappé par une balle et s'effondre sur le dos. Deux de ses hommes se précipitent et le tirent jusqu'à un trou de but pour le protéger. Mais il est trop tard. Drian rejoint ses chasseurs dans les bois obscurs.